Bonsoir amis terriens et extraterriens, je suis Mireille et je vous invite à embarquer dans le vaisseau UFO France pour un voyage spatio-temporel, un bond dans le passé. Je vous donne une date, 1947, un lieu, l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Vous avez sans doute trouvé notre destination, il s'agit de Roswell. On a tous entendu parler au moins une fois du crash de Roswell. Nous allons tout d'abord nous replonger un peu dans le contexte de l'époque. 1947, c'est la guerre froide entre la Russie et les USA. Chacun se surveille et s'espionne avec les technologies. Le Nouveau-Mexique est un État situé au sud-ouest des États-Unis, avec un relief montagneux, mais aussi un paysage occupé par de grandes plaines, propice à l'élevage et à la culture dans de grandes exploitations et des ranchs. On peut dire que c'est un milieu essentiellement rural et ces somptueux paysages ont servi de lieu de tournage pour de nombreux westerns. En 1947, la télévision était très peu présente, voire pas du tout. Les médias tels qu'on les connaît n'existaient pas. Les sources principales d'information étaient les radios et les journaux locaux. Roswell, c'est une petite localité rurale au sud-est de l'État, une petite ville tranquille où il fait bon vivre et où tout le monde se connaît, avec quelques boutiques, le bureau du shérif, un journal local et une base militaire située à proximité, comprenant le commandement de leurs forces. Ce complexe était hautement sécurisé. Elle regroupait les unités de bombardement stratégiques avec des bombardiers et des missiles balistiques intercontinentaux. Son personnel était considéré comme fiable, sérieux et hautement qualifié, étant donné sa responsabilité dans des opérations nucléaires critiques. Le cadre étant posé, nous allons nous arrêter sur ce qu'a vu Kenneth Arnold le 24 juin 1947 dans le ciel de l'État de Washington. Kenneth Arnold est aux commandes de son petit avion et survole le mont Rainier. Arnold est un pilote expérimenté et un homme d'affaires respecté. Alors qu'il survole la chaîne de montagnes, il repère 9 objets étranges en formation. Après avoir atterri, Kenneth Arnold rapporte son observation aux autorités locales. Il estime que leur taille était d'environ 15 mètres de diamètre et qu'ils se déplaçaient à une vitesse extrêmement élevée, bien supérieure à celle de tout avion connu à l'époque, qu'il estime à environ 2000 km/h. Une vitesse alors inimaginable pour les avions conventionnels, bien au-delà des capacités des avions connus à l'époque. Arnold indique que les objets volaient de manière étonnamment fluide, qu'ils effectuaient des manœuvres rapides et erratiques. Arnold a également noté que les objets étaient d'une couleur brillante et réfléchissante, ressemblaient à des disques et émettaient des éclairs de lumière. À partir de ce moment, l'expression soucoupe volante est popularisée par les médias et le terme entre dans le langage familier. L'observation de Kenneth Arnold va alimenter les discussions, mais restera néanmoins dans un périmètre local jusqu'à ce que, quelques semaines plus tard, un événement va se produire aux environs proches de Roswell et qui, lui, prendra une importance nationale et même internationale. Le 2 juillet 1947, quelque part près de Roswell, une série de violents orages frappe la région. William McBrazel, un propriétaire terrien local, comme chaque matin, fait le tour de sa propriété et découvre des débris inhabituels éparpillés sur ses terres. Intrigué par leur apparence étrange et leur composition inhabituelle, il décide de signaler sa découverte aux autorités locales. Le 6 juillet, Brazel se rend au bureau du shérif et informe le shérif George Wilcox de sa découverte. Wilcox, à son tour, contacte la base aérienne de Roswell, où il parle au major Jesse Marcel, l'officier de renseignement. Marcel se rend sur place pour examiner les débris et est frappé par leur apparence inhabituelle.
Il rapporte alors les débris à la base et fait ce rapport au colonel Blanchard, commandant de cette base. Le 8 juillet, suite au communiqué de l'officier porte-parole de la base militaire, le journal local publie un article sensationnel. L'armée a capturé une soucoupe volante sur un ranch dans la région de Roswell. The American Broadcasting Company and affiliated stations present Headline Edition with Taylor Grant. Today's edition presents a roundup of the latest developments in the finding of a flying disc. La nouvelle fait rapidement le tour du monde. Cependant, quelques heures plus tard, l'armée américaine fait volte-face et déclare qu'il ne s'agissait pas d'un vaisseau extraterrestre, mais plutôt des restes d'un ballon météorologique. Afin de consolider la déclaration officielle, une conférence de presse est organisée dans laquelle le général Ramey présente une explication alternative concernant les débris récupérés, affirmant qu'il s'agissait en réalité des restes d'un ballon météorologique. Il montre des photos des débris et explique qu'ils correspondaient aux matériaux utilisés dans ces ballons. Plusieurs journalistes purent prendre des photos sur lesquelles apparaissent le général Ramey, Mark Brazel, ainsi que Jesse Marcel, qui vécut cette épreuve comme une véritable humiliation. Le général Ramey a également minimisé les rapports initiaux, faisant état d'un disque volant ou d'une soucoupe volante, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une méprise, et souligne que les officiers de la base Walker à Roswell avaient mal identifié les débris en raison de leur apparence inhabituelle. Cette dernière remarque peut laisser un peu perplexe que des officiers occupant des postes avec un tel niveau de sécurité et des connaissances extrêmement précises sur le matériel militaire aient pu commettre ce genre d'erreur. Pendant des décennies, le gouvernement américain maintient sa version officielle selon laquelle il s'agissait simplement d'un ballon météo. Cependant, dans les années 1980, de nouveaux témoignages émergent, notamment de militaires à la retraite, affirmant avoir été impliqués dans la récupération de débris et de corps extraterrestres sur le site du crash de Roswell. Charles Berlitz écrivent le premier livre sur le sujet et déclarent avoir interviewé plus de 90 témoins. Ils reprennent le récit du major Jesse Marcel, l'officier de renseignement de l'époque, qui décrit les débris comme ne ressemblant à rien de ce qui est fabriqué sur cette terre, que le matériau récupéré par Marcel était d'une grande solidité et possédait d'autres qualités qu'aucune matière d'origine terrestre ne pouvait avoir. Donc en opposition avec les rapports officiels, ils introduisent aussi l'idée que les débris récupérés par Jesse Marcel ont été remplacés par des débris de ballon-sonde pour soutenir la dissimulation. Jesse Marcel aurait donc posé avec les pièces qui avaient été échangées et non avec les originaux. En 1994, une déclaration de l'armée américaine a ramené à l'attention du public les ballons météo. Faisant partie du projet Mogul, un projet top secret de surveillance aérienne lancé en 1947 dans le contexte de la guerre froide. Cette révélation est survenue lors de la publication du rapport final de l'US Air Force sur l'affaire Roswell, marquant ainsi le moment où le lien entre les débris récupérés à Roswell et le projet Mogul a été révélé au grand jour, éclairant ainsi l'utilisation de ces ballons pour la détection des explosions nucléaires soviétiques. C'est aussi à ce moment-là que le public apprend que les débris récupérés à Roswell est lié au projet Mogul, un programme de ballons de surveillance de l'atmosphère. Ce projet impliquait le lancement de ballons spéciaux équipés de capteurs et de détecteurs pour surveiller les activités nucléaires. Ces ballons étaient reliés par des câbles à des instruments de mesure au sol et étaient fabriqués à partir de matériaux spéciaux, notamment du caoutchouc et du papier d'aluminium. En 2002, le lieutenant Walter Haut, qui était en 1947 le porte-parole de la base militaire de Roswell,
enregistra une déclaration scellée sous serment devant notaire qui ne devait être rendue publique qu'après sa mort en décembre 2005, comme il l'avait promis à son ami le colonel Blanchard, et pour protéger aussi sa carrière quand il était en activité. Il affirmait qu'au même moment, un deuxième site de crash, situé à quelques kilomètres dans un champ du ranch de la famille Foster, a été découvert par des civils et que sur celui-ci, il y avait vu les corps des entités extraterrestres ainsi que les débris d'un vaisseau. L'hypothèse avancée serait que, dans un premier temps, un vaisseau aurait percuté le sol à très grande vitesse dans le champ de Mark Brazel et avec la vitesse aurait rebondi pour aller s'écraser complètement quelques kilomètres plus loin dans le champ de la famille Foster. 4 corps non humains auraient été emmenés dans la base de Roswell, en même temps que les débris trouvés dans le champ de Mark Brazel, puis transférés dans la base de Fort Worth, au Texas, puis finalement envoyés dans la fameuse base de White-Patterson dans l'Ohio, comme l'attestent les militaires qui ont réceptionné tous ces éléments. L'histoire du crash de Roswell a fait couler beaucoup d'encre. Des articles de journaux, des livres. Elle a alimenté aussi beaucoup de discussions et de débats. Elle a également été à l'origine de scénarios de films et de documentaires. Encore aujourd'hui, ce cas fait l'objet d'enquêtes et d'investigations. Certains disent que tout n'a pas été dévoilé, que ce soit des documents ou des témoignages. Cette affaire fait partie des événements les plus emblématiques de l'ufologie. Je n'ai fait que survoler le sujet et vous pouvez aisément trouver des informations sur Internet ou nous rejoignons sur notre chaîne ou notre Discord. N'hésitez pas, venez nous rejoindre dans cet espace d'échange. Votre point de vue, vos informations, vos témoignages sont les bienvenus. J'espère que ce petit voyage spatio-temporel vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures. Merci de votre écoute. Et n'oubliez pas les amis, gardez les yeux bien ouverts. Le ciel nous réserve encore bien des mystères. The American Broadcasting Company and affiliated stations present Headline Edition with Taylor Grant. Today's edition presents...